Oui, alors c'est le thème de cette deuxième table ronde, il est centré sur les techniques de management. Les techniques de management qui décloisonnent, qui favorisent l'innovation, qui favorisent l'agilité des organisations. Alors le thème du décloisonnement est un thème assez connu. Alors ça m'évoque cette citation de Gary Hamel qui disait: aujourd'hui nous avons des modèles économiques du 21e siècle grâce à Internet. Nous avons des processus de management qui datent du milieu du 20e siècle. Tout cela bâti sur des principes de management qui sont hérités du 19e. Alors beaucoup de penseurs qui partent de ça donnent des injonctions aux managers d'aujourd'hui pour leur dire: il faut que vous vous appuyez plus sur les personnes que sur les processus, plus sur la dynamique que sur les livrables, soyez plus collaboratifs, moins obéissants, adaptez-vous et prescrivez moins, des choses comme ça. Mais ce sont des principes généraux qui nous éclairent finalement assez peu. Ils nous font voir que le manager d'aujourd'hui doit avoir plusieurs cordes à son arc, mais on n'oublie pas exactement quelles sont les techniques qu'il doit mettre en œuvre pour favoriser ces modes d'organisation beaucoup plus fluides et beaucoup plus innovants. Alors c'est ça dont on va parler, et alors je cite un autre professeur, John Kotter, qui est un professeur à Harvard Business School, qui suggère d'avoir deux systèmes d'exploitation qui coexistent les uns avec les autres dans l'entreprise. Il y a une organisation verticale avec des silos qui maintiennent les processus répétables tels que la production, l'administration, donc l'efficience, pour parler comme M. Chanvin ce matin. Et puis il y a une autre organisation qui est plutôt horizontale, qui est facilitée par une armée de volontaires, qui est centrée sur les services, l'innovation, l'agilité, et qui est souvent effectivement un petit peu sous-estimée. Voilà, alors aujourd'hui on va travailler là-dessus, et j'aurai trois intervenants, un peu architectes de l'organisation. Alors la première de nos intervenants est secrétaire générale du comité technique de Total. Elle est responsable notamment d'animation des métiers techniques. Elle va nous parler des nouvelles méthodes de travail qui visent à décloisonner les silos des spécialités scientifiques et techniques de Total, d'abaisser le centre de gravité de l'entreprise en quelque sorte au plus près des problèmes rencontrés sur le terrain et avec les clients. Alors je vous prie d'accueillir Annie Oliver-Hayet. Celui-là est bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai fait le choix, Martin m'a dit 10 minutes, hein, c'est ça ? C'est ça. 10 minutes. Alors du coup j'ai fait le choix de parler sans slide, comme ça je vais parler encore plus vite que d'habitude, mais ne m'en veuillez pas. Si vous regardez, en fait il y avait déjà eu une intervention au niveau de copains de Florence Moulin et moi-même, je crois que c'était il y a 2 ans. On avait parlé beaucoup de nos outils. Malheureusement, Florence est en train de finir un cursus de formation et donc elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Donc c'est la raison pour laquelle c'est moi qui reviens vers vous. Alors en fait, on en a parlé tout à l'heure avec Christophe qui doit être quelque part dans la salle, un autre membre de Total, Christophe Binot. Donc les démarches de KM chez Total, en fait, c'est du monsieur Jourdain. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ça a existé avant les années 2000. Moi, j'ai la charge, la responsabilité du comité technologie groupe de Total. Donc qui dépend donc au niveau structure, pour vous expliquer la structure de la maison, donc qui dépend de la holding, donc entité commune à toutes les branches. Et en fait le comité technologie groupe est une obédience d'Elf Aquitaine et qui a existé, donc ces réseaux métiers ont existé bien avant tous les changements d'organisation, donc entre Total, Fina, Elf, etc. pour devenir la maison Total que vous connaissez maintenant. Et donc l'organisation, le travail que je mène, qui est un travail, certains me disent que c'est un travail de titan, c'est une organisation qui est tacite. C'est-à-dire que moi, je n'ai qu'une toute petite équipe autour de moi, on est moins de 10 personnes. Et par contre, j'anime des réseaux scientifiques et techniques, métiers communs à toutes les branches. Et donc qui maintenant touche, alors je vous expliquerai après pourquoi, on sait qu'on touche au niveau des individus plus de 2000 personnes. Et donc ça, on a un objectif de très forte croissance, puisque les objectifs, c'est pas seulement de contacter et d'avoir les entités du siège, donc vous connaissez les 2 tours qui sont sur le parvis de la Défense, tous les centres techniques qui peuvent être en France, en Belgique ou dans les centres techniques européens, mais aussi tous les sites qu'on appelle les filiales ou les LBU, donc les business units des branches. Alors en fait, comment mener ce décloisonnement métier ? Alors il y a 2 choses. Le premier décloisonnement, c'est en fait ces réseaux métiers, donc qui sont effectivement l'origine de la structure du CTG, qui sont des réseaux métiers thématiques où les individus
qui ont des compétences, donc pas forcément des experts, hein, ça peut être aussi des spécialistes, qui ont des compétences, partagent leur savoir et ce que nous on appelle les REX, donc les retours d'expérience, ils les partagent avec les différentes branches. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'ai eu quelque temps, il y a quelqu'un qui m'a dit j'avais un gros problème de corrosion sur une de nos installations offshore en Afrique. Il a discuté avec ses pairs de sa branche et de son métier exploration-production, mais en fait, il n'arrivait pas à résoudre et trouver le problème. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contacté ses pairs du réseau matériaux corrosion et me dit c'est pas mon alter ego du raffinage chimique qui m'a trouvé la solution, mais c'est le fait que j'ai pu discuter avec lui et qu'il m'a donné des idées et des apports qui ont fait qu'ensemble on a trouvé la solution et la résolution du problème. Voilà. Donc en fait, au départ, les réseaux métiers avaient un rôle de partage des compétences et des connaissances. Quand j'ai pris ce poste et ces fonctions, en fait, il y avait une vingtaine de réseaux métiers. Donc ça ne vous parlera peut-être pas, mais ça va des machines tournantes, donc ce qu'on appelle les compresseurs, tous les matériaux, toutes les installations qui existent dans toutes nos entités différentes. Mais vous avez aussi des choses beaucoup plus récentes qu'on a faites sur les drones, l'utilisation de la mesure avec le drone, la fabrication additive, etc. Donc vous voyez 20 réseaux métiers. Alors les réseaux métiers c'est bien, mais comme certains d'entre vous l'ont dit ce matin, les réseaux métiers recréent des silos. C'est-à-dire que quelqu'un de matériaux, que vous allez comprendre tout de suite, même si mon métier est très technique, quelqu'un d'un réseau matériaux corrosion, il ne va pas aller parler à quelqu'un qui fait des lignes d'export de pipeline, sauf s'il a vraiment un gros problème de corrosion. Donc en fait, pour les forcer, tous ces, je les appelle tous mes messieurs, parce qu'effectivement, contrairement à ici, la population est excessivement masculine, même en béton. Alors voilà, pour le clin d'œil, on a aussi des bétonneurs chez Total, mais en fait, c'est toujours, voilà. Et donc en fait, pour arriver à briser les silos, je les ai forcés, alors ça a été à leur grande réticence, je les ai forcés à travailler ensemble et à briser les silos en prenant 4 axes scientifiques et technologiques que je peux mentionner ici, qui sont conception, surveillance d'intégrité, détection, optimisation, outils, méthode. Alors ils m'ont dit, qu'est-ce que tu nous fais? Tu nous chamboules tout. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des projets transverses pluriannuels dans le cadre de ces 4 grands axes, en recréant soit des retours d'expérience, donc des journées scientifiques et techniques, soit du partage de connaissances, soit des partenariats avec des startups et des PME pour tester des nouvelles technologies. Et là, ça a marché parce que j'avais quelqu'un du matériau qui discutait avec le pipeline ou le piping ou les vannes ou l'inspection, maintenance inspection, et donc du coup, ces travaux étaient effectivement transverses. Donc ça, c'est une première démarche pour décloisonner. Je vous ai dit, une deuxième démarche, c'est les journées techniques, donc des journées thématiques qu'on organise une quinzaine tout autour de l'année. Et alors le gros sujet, donc technologie, ça veut dire pour ceux qui connaissent la R&D, donc on s'intéresse qu'à des niveaux de TRL, de Technology Readiness Level supérieur à 5. Donc on regarde la mise en place de nouvelles technologies. Et donc ce que l'on a fait aussi beaucoup pour arriver donc à dynamiser, structurer en fait tout ça, depuis 4 ans, et donc ça répondra à certains des points qui ont été discutés ce matin, en particulier avec l'intervenant de la DGA, c'est qu'en fait, pour arriver à décloisonner et mettre que les réseaux métiers partagent, que ce ne soit pas réservé à une population limitée de personnes et d'individus, on a mis en place en fait un moteur de recherche, donc c'est une société française Cinequa, qui est très bien coté effectivement au Gartner. On a mis en place le moteur de recherche pour les aider à accéder aux documents et à toute la capitalisation du savoir sous forme de REX, de rapports, etc., de travaux internes ou externes avec des partenariats. Et en fait, pour les aider, la mise en place avec une grosse réticence sur les nouveaux outils et l'informatique pour des personnes qui sont vraiment dans leur niveau d'expertise, en fait, on a, avec Florence Moulin, donc, qui travaille avec moi, on a mis en place en fait toute une démarche qui est vraiment là pour le coup du KM, avec un thésaurus et une ontologie que l'on a développé nous-mêmes pour en fait qu'ils retrouvent leur domaine thématique, donc les mots-clés, etc., mais en allant jusqu'aux entités et toute l'ontologie associée. Voilà. Et alors la dernière chose que l'on fait cette année, et si ça vous intéresse, on pourra en reparler, on en a reparlé avec certains d'entre vous, c'est qu'on développe, donc avec un architecte informatique qui a rejoint mon équipe,
on leur développe un outil spécifique de traitement au langage naturel, de NLP, donc qui permet qu'ils puissent interroger tout notre référentiel interne. Donc on travaille évidemment avec les normes, mais on a notre référentiel interne qui est encore plus restrictif. Et donc cet outil en fait de NLP permet d'accéder au référentiel et à l'ensemble des fiches de retour d'expérience pour poser des questions en langage naturel et accéder aux réponses. Et donc ça permet qu'un non-sachant, c'est pas péjoratif, puisse avoir accès assez rapidement à l'information et aussi les contacts et les liens avec les sachants et donc contacter les experts mais sans le déranger toutes les minutes ou toutes les heures. Voilà. Et donc ça c'est toute une méthodologie qu'on a mis en place et on a encore, vous voyez, encore une journée là d'ici 15 jours en interne sur tout ce qui est les outils Search, NLP, etc. Voilà, donc ça donne un certain nombre d'informations. Alors sachant que les branches de Total, on va de l'exploration production, raffinage chimie, marketing service, le trading, le transport, etc. Donc vous voyez toute la complexité, la difficulté d'arriver sur des métiers différents, mais avec des problématiques communes. Martin, est-ce que c'est bien en termes de timing? Largement, voilà. Donc je ne sais pas si vous avez, Martin, si tu as des questions, si vous avez des questions ou après, comme vous voulez. Après. On voulait plutôt les poser à la fin, les questions. Très bien, merci. Merci Annie. Alors il y a le second intervenant de cette table ronde est maître de conférence et enseignant-chercheur à Télécom Paris et à l'École Polytechnique. Il est spécialiste de l'économie collaborative, ça tombe bien. Il va nous parler de l'organisation de la coopétition. C'est intéressant ce concept de coopération et de concurrence à l'intérieur d'une entreprise. C'est relativement fréquent, vous voyez ce que ça veut dire, mais c'est rare que ce soit organisé. Et là, il va nous parler de l'organisation de cette coopétition interne chez Ubisoft, qui est une société que tout le monde connaît, qui fait des jeux vidéo. Et cette société met ses équipes projets en concurrence, les unes avec les autres, tout en manageant des espaces de collaboration qui permettent de capitaliser le savoir qu'ils ont créé dans chacun de ces projets. Donc je vous demande d'accueillir David Massé, qui va vous parler de ça. Alors, ah oui, je vais prendre la petite pipette. Si ça marche. Non, ça marche pas. Ok. Donc bonjour à tous, merci Martin pour cette invitation et donc pour venir parler en fait de cette étude qui a été menée avec deux collègues, Paul Quimbaretto et Nicolas Mirk, et qui me permet en fait de parler d'acteurs un peu particuliers liés qu'on appelle dans la littérature les knowledge brokers. Et l'idée que j'aimerais un peu tirer avec vous, c'est finalement comment ces knowledge brokers participent au décloisonnement de l'entreprise. Alors, le cas d'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le cas Ubisoft, qui est un cas que je connais bien parce que j'ai travaillé dans l'entreprise pendant 5 ans, donc c'est un peu pour ça que je le mobilise de manière assez souvent dans les travaux de recherche. Donc c'est le 3e éditeur indépendant de jeux vidéo au monde. C'est des jeux comme les Lapins Crétins, Rayman, Assassin's Creed, et c'est à environ 16 000 employés répartis dans le monde autour de 45 studios qui sont répartis dans la planète. Donc ce qu'il faut savoir d'un point de vue organisationnel, juste pour bien comprendre un peu l'organisation, c'est que tout tourne autour des projets. Tout est fragmenté autour du projet. Tout est piloté finalement autour des projets de jeu qui sont un projet assassin, un projet lapin, etc. C'est des projets qui ont une très très grande autonomie et ça vient aussi d'une logique historique de l'industrie et de l'entreprise. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de R&D centralisée. La R&D est décentralisée dans tous les projets. Donc finalement, les percées technologiques dans l'entreprise se font à l'intérieur des projets. Et vous voyez très bien en fait le problématique de tout ça, c'est qu'à un moment donné, quand le projet est terminé, il faut être capable de trouver une solution. Pour que tout ça fonctionne, et en gros, comme le présentait Martin, chez Ubisoft, on va mettre les projets un peu en concurrence, une saine émulation.
c'est une success story entrepreneuriale française. Donc en gros, il y a une logique entrepreneuriale en disant que le meilleur gagne sur le marché, vous êtes en concurrence. Et puis en même temps, on va avoir une injonction assez paradoxale qui est de dire mais en même temps, vous êtes dans la même entreprise, donc il va quand même falloir collaborer sur certains aspects. Et donc c'est ce qu'on appelle la coopétition, c'est la mise en deux mots qui vont ensemble, c'est collaboration et compétition, et donc ça crée coopétition. Alors ça c'est un constat qui amène à des tensions dans l'entreprise, c'est pas neutre. Le premier type de tension qui est beaucoup plus sur le projet qui limite veut donner le projet donneur, il y a des projets qui disent moi hors de question que je donne cette percée technologique ou cette idée créative qui est absolument géniale, c'est mon avantage compétitif sur le marché, ce truc là doit rester dans mon projet, donc je vais protéger ce qui se passe à l'intérieur du projet, et donc c'est un premier type de tension qui émerge. Deuxième type de tension, c'est plus du côté du projet rose-vert. Parfois il y a plein de choses qui sont disponibles à l'extérieur, il y a plein d'éléments que les gens veulent bien donner, mais hors de question, moi, projet, de récupérer quelque chose de l'extérieur, c'est beaucoup trop dangereux, je ne sais pas si je vais pouvoir intégrer cette solution technique, ça ne m'inspire pas, c'est codé n'importe comment, etc., etc. Et donc, ça amène finalement à réinventer la roue en permanence. Et s'il y a des sujets sur lesquels c'est pas grave de réinventer la roue, c'est même plutôt bon signe, on est plus créatif, etc. Il y a des sujets où ça coûte très cher, voire très 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 cher. Et dans notre cas, chez Ubisoft, c'est le cas des outils de création. Donc les outils de création, c'est un peu comme le peintre qui a besoin d'un pinceau, le caméraman qui a besoin d'une caméra pour faire un film. Le créateur de jeux vidéo, il a besoin d'outils pour animer des personnages, faire briller la mer quand il y a une mer, etc. Donc ces outils, en gros, sont créés dans les projets. Et peut-être qu'on peut... Et sont créés dans ces projets. Et donc, à un moment donné, quand il y a une percée technologique d'un outil qui est absolument révolutionnaire pour l'industrie ou pour l'entreprise ou pour certains projets, il faut être capable de les récupérer. Ce qui amène à la création d'une entité que nous, on a appelé un knowledge broker, qui s'appelle le Technology Group chez Ubisoft, et qui, en gros, est une cellule qui comprend à peu près 240 personnes, qui est située à Montréal, mais qui a un mandat monde. Donc l'objectif, c'est de servir finalement tous les studios à travers le monde. Et ce n'est pas une cellule de R&D, comme je vous disais, c'est une cellule qui a trois activités. Le premier, c'est identifier les percées technologiques qui sont faites dans le groupe. Deuxièmement, les retravailler. Et troisièmement, les repartager au sein de l'entreprise. Donc ce que je vous invite à... Alors, on va passer les petites animations. Voilà. Alors, on va passer les trois activités en revue juste pour comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. La première activité, c'est identifier les percées techniques qui sont faites dans l'entreprise. Donc, en gros, on a des gens qui ont une vision de ce qui s'est fait, ou des roadmaps techniques de chacun des projets pour être capable d'identifier un peu les points intéressants ou les percées techniques qui vont être faits dans le futur. L'idée de cette étape, c'est absolument pas de tout partager. Quand je parlais de décloisonnement, là c'est vraiment du décloisonnement homéopathique. L'idée c'est de sélectionner qu'est-ce qui a une valeur bien particulière à partager. Si on a une percée technique sur l'animation de personnages, comme beaucoup de jeux animent des personnages, et on se dit c'est une valeur à partager dans toute l'entreprise. Il y a des percées techniques qui sont tellement minimes et pas forcément intéressantes pour beaucoup de projets qu'on va garder comme ça, et puis peut-être qu'un jour on les partagera, mais l'idée c'est de ne pas tout partager sur cette étape-là. Deuxième étape, qui est plus l'étape qu'on va appeler la standardisation. Les outils, en fait, quand ils sont développés dans les projets, ils ne sont pas partageables en étapes. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils correspondent parfois à des besoins très très spécifiques d'un projet, ils sont codés rapidement, donc il y a toute une étape qui est de retravailler cet outil, le rendre générique et utilisable par tous. Donc on va refaire les interfaces, on va refaire le code, on va refaire un certain nombre de choses. L'idée, encore une fois, là, quand on refait les choses, c'est aussi parfois de faire passer un cap dans l'outil pour qu'il dure plus longtemps et il soit utilisable par tous. Et enfin, dernière étape, distribuer ces produits. Donc
Les outils vont être répertoriés dans un catalogue qui est là et distribué à l'ensemble du groupe. C'est vraiment des outils que les gens vont pouvoir utiliser en allant les chercher dans le catalogue. Et enfin, il y a aussi une équipe qu'on appelle une équipe volante qui va faciliter l'implémentation de cet outil au sein des projets. Donc on ne les laisse pas seuls en disant débrouillez-vous, prenez l'outil, c'est un outil merveilleux. On leur dit si vous voulez, vous avez des gens qui vont vous aider à implémenter cet outil parce que cet outil doit bien évidemment être intégré dans un moteur de jeu et parfois c'est plus ou moins facile de l'implémenter et il y a un support dans cette distribution. Alors ce qu'on s'est intéressé, c'est que finalement, c'est pourquoi ça marche cette cellule-là, pourquoi ça permet d'aller un peu plus loin que les communautés et du partage au coin de la table. Premièrement, alors moi j'appelle ça des principes actifs, un peu comme les médicaments, il y a des éléments qui font que cette cellule, elle a un impact plus important dans l'entreprise. Le premier, c'est le temps nécessaire au retravail de l'outil. Retravailler un outil, ça prend un bon un an, et donc ça permet au projet d'honneur de sortir le jeu sur son marché. Donc il n'y a plus de problème de je ne veux plus partager parce que c'est mon avantage compétitif. Là, le temps de retravailler l'outil, finalement, le projet qui est à l'origine de cet outil, ça permet d'avoir cet outil, de sortir le premier sur le marché. Deuxièmement, un des gros problèmes, c'est le coût du partage. Partager, c'est un coût. C'est pas, ça nécessite souvent, quand on a développé un outil dans un projet, de mettre à disposition la personne qui est à l'origine de cet outil. Donc c'est des jours-hommes, c'est parfois même une équipe en disant moi je t'aime bien mais franchement c'est des ressources en moins sur mon projet. Donc en fait le projet d'honneur n'est pas forcément enclin à prendre le coût de ce partage. Et donc là il n'y a plus de ce problème-là vu que la cellule en question va prendre en charge le coût du partage. Et donc évidemment cette cellule est financée à un niveau siège. Enfin, d'un point de vue de la diffusion, le dernier problème lié à la diffusion, c'est finalement un problème qui avait souvent lié à la confiance. En gros, on n'avait pas confiance à récupérer un produit qui venait d'un autre projet qu'on ne connaissait pas. Là, le fait d'être labellisé Technology Group, on sait qu'on peut avoir confiance en cet outil, qu'il est suffisamment générique pour être intégré dans son projet et qu'en plus, on aura le support si jamais on a un problème pour l'intégrer. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu comment ce knowledge broker pouvait finalement décloisonner à certaines parties de l'organisation sur certains objets et j'espère vous avoir convaincu. Si jamais vous voulez aller plus loin, il y a une publication, donc un article académique qui a été rédigé sur le sujet qui est marqué ici, et une petite vidéo de vulgarisation que vous trouverez aussi sur internet qui a été fait avec mes deux co-auteurs. Merci de votre attention. Je pense qu'il y aura pas mal de questions sur cette présentation. Notre troisième intervenant est capitaine de vaisseau et dirigeant au GICAN, qui est le groupement des industries de construction et le A, c'est quoi ? Activité navale. Alors, il a été commandant du Montcalm, c'est une de ses dernières affectations, et il avait monté sur le Montcalm un club de réflexion sur le commandement au XXIe siècle, sur la collaboration. Et il va nous parler aussi maintenant de toutes les questions de cloisonnement et de décloisonnement dans les forces armées. Pensez qu'un militaire était quelqu'un qui allait beaucoup nous éclairer sur ces sujets-là. Comme il le dit lui-même, la collaboration dans l'armée, c'est une nécessité absolue. Voilà, alors je vous demande d'accueillir le commandant Thomas Lockhart. Merci Martin. J'ai volontiers accepté l'invitation de Martin à partir de la richesse des échanges qu'on a eus il y a quelques années, sachant que les tribunes du Montcalm, elles avaient été pensées avec la prétention de provoquer des échanges entre les gens qui naviguent
Et il n'y a pas plus cloisonné qu'un bâtiment de combat. Il faut plus de 10 minutes pour aller de l'avant à l'arrière quand on est en opération, parce que tout est fermé pour éviter la propagation de la voie d'eau ou la propagation du feu. Donc là, les échanges au sein de l'équipage sont extrêmement compliqués. Donc, et dans le même temps, on a une richesse d'échanges incroyable. Donc, ce que j'avais expliqué, c'est que nous pensions que notre sociologie très particulière avait peut-être des choses à dire à la société civile, et que la société civile avait certainement des choses à partager avec le monde des marins, qui est quand même un monde un peu particulier. Et dans ma tête, je suis plus marin que militaire. Et donc j'ai poursuivi, après avoir posé mon sac à terre, ma vie d'une part dans un incubateur pour développer les drones marins, et puis plus récemment je travaille dans le cadre de la refondation de l'industrie française au sein du Conseil national de l'industrie, dans une des 18 filières stratégiques, la filière des industriels de la mer, pour animer la réflexion sur la recherche et l'innovation d'un côté et le numérique de l'autre. Et donc j'ai un observatoire sur les pratiques à la fois dans la marine nationale, donc un peu le monde militaire, et dans le monde civil. Et c'est ce qui nourrit, mon discours d'aujourd'hui. La question que m'a posée Martin, c'était comment décloisonner. Et je me suis dit, c'est-à-dire grosso modo pourquoi faire. Et pour moi, il y avait deux axes importants, c'est la mise en commun de ressources, parce que chacun peut faire dans son coin, mais le partage peut être utile dans les ressources, ça demande un peu d'anticipation, et ça ne sera pas le cœur de mon propos. C'est surtout dans le partage de l'information. Et l'une des choses qui m'a le plus surpris, mais on m'avait prévenu, mais malgré cette précaution, ça continue encore à me surprendre, le partage de l'information sur les bateaux, il est naturel parce que c'est une nécessité, sinon on meurt, parce qu'on coule, parce que cet environnement est extrêmement dangereux. Dans l'entreprise, on ne partage que si on a intérêt à partager. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait revisiter. Je ne suis pas sûr que la technologie nous y aidera beaucoup dans ce domaine. L'information, pour obtenir celle dont nous avons besoin au bon moment, ça demande un effort. Elle ne viendra jamais à nous. Et ça demande du courage. Ça demande du courage pour provoquer une décision, pour provoquer une réunion, pour oser dire je ne sais pas, pour oser dire à son chef, attends, on ne peut plus continuer comme ça. Et sortir du bois n'est pas toujours quelque chose d'aisé dans notre monde assez individualiste. Et pour ça, le facteur temps est essentiel. Toujours dans le comment, il y a, pour décloisonner, la nécessité, et ça a déjà été évoqué, de repenser le partage des tâches et la relation à l'externalisation. Sur un bateau, je l'ai compris après, sur le moment je ne voyais pas ce que ça voulait dire, le pacha est toujours là, à la mer. Donc quand on a une question, on a toujours quelqu'un à qui on peut aller frapper à la porte, et là j'ai besoin que tu décides. Quand le chef d'équipe il est dans nos mondes extrêmement virtuels, il est où celui qui décide? Arriver à mettre la main dessus à temps pour qu'il donne l'orientation est beaucoup plus difficile. Voilà. Et quand on externalise, dans l'histoire militaire l'ancienne, mais l'histoire civile aussi, c'est souvent, le résultat arrive souvent trop tard, il est parfois pas à niveau, et on hésite à recommencer parce que il est quand même très cher. Voilà. Donc le make or buy est une vraie question dans ce domaine-là. Comment décloisonner? Enfin, je crois que ça passe par le développement de l'autonomie. Et cette autonomie, elle est nécessaire pour l'agilité. En rugby, passer les mains. À un moment donné, celui qui voit le trou, il passe. Il ne va pas demander au capitaine de l'équipe s'il a la permission de passer. C'est le fruit d'un apprentissage. Et là, je vais vous livrer quelque chose auquel je crois profondément, c'est que c'est une responsabilité de chef
que de former ses subordonnés à l'autonomie. Et c'est fichtrement inconfortable. Et ça, c'est quelque chose que je crois nous ne pensons pas assez ensemble. C'est l'inconfort de la délégation. Toutes les conditions sont réunies pour ne pas déléguer, pour rester dans sa zone de contrôle. Mais si vous contrôlez, vous n'aidez pas vos équipes à progresser. Et là, on a un vrai questionnement collectif sur la manière dont on forme dans nos écoles et en apprentissage et comment est-ce qu'on accueille et on inculture les plus jeunes. Pas d'autonomie, de mon point de vue, ce que je vous disais, sans la subsidiarité, c'est un mot un peu barbare, parfois connoté, que je reformule en disant « Je m'interdis de faire ce que l'une de mes équipes peut faire et sait faire, pour la responsabiliser. » Donc ça, c'est dans le sens descendant. Et je leur interdis d'essayer de me faire faire ce qu'ils savent faire. Hein? Éviter la fonction parapluie. Parce que là aussi, dès lors qu'on n'a pas le petit pincement au cœur en moment où il faut prendre une décision et qu'on va chercher à se courir, on ne progresse pas. Là, on est... Bon. Donc ça, et c'est en ce sens-là qu'il y a une responsabilité d'encadrement. Bon allez, vas-y. Et étonne-nous. Cet étonnement, il faut le manifester, c'est-à-dire qu'on a le droit aussi de s'émerveiller de ce que sont capables de faire les juniors. Et de le communiquer, parce que l'émerveillement, c'est quand même une source incroyable de relations et de sens. Donc, la subsidiarité, c'est autrement dit la coopération, rentrer en coopération. Et là, s'il y avait des méthodes, je pense qu'elles seraient enseignées. Or, on n'y arrive pas. Donc, c'est pas... il faut des outils, il faut des méthodes, mais ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je crois que ça ne suffit pas. C'est une démarche de conversion du regard et de l'attitude du chef vis-à-vis de ses collaborateurs et des collaborateurs vis-à-vis du chef. Vous avez un amiral français avant la Révolution qui disait « Il faut être bon avec son chef. Il faut être indifférent aux critiques de ses pairs. Il faut être... sévère mais juste avec ses subordonnés. » Je crois que ces mots de Julien de la Gravière n'ont pas perdu pas perdu de valeur du tout encore aujourd'hui. La coopération, c'est s'appuyer sur ce qui marche plutôt que sur ce qui ne marche pas. Rentrer en mêlée en disant de quoi êtes-vous être fier et qu'est-ce qui marche bien là. Et à partir de là, voyons comment on peut essayer de compenser ce qui frotte un peu. N'oubliez pas que dans nos organisations aujourd'hui, nous ne sommes pas très loin du rendement du char mérovingien, où 80% de l'énergie était dissipée en frottement. C'est quand même beaucoup. C'est sans violence ni idolâtrie. Là, j'utilise deux termes forts. L'idolâtrie, c'est penser que je suis parfait et que l'autre est parfait, donc avoir un niveau d'exigence tel que l'erreur est insupportable. Et là encore, si on n'accepte pas l'imperfection, on est sur une forme de toute puissance, donc d'idolâtrie. C'est un vrai questionnement, ça. Jusqu'où sommes-nous idolâtres dans notre manière de faire? Et sans violence, c'est pas la violence physique, c'est pas le harcèlement qui nous occupe beaucoup, non. C'est ce qu'on fait naturellement, c'est le jugement qui dévalorise. Et regardez dans votre journée tous les jugements que vous posez sur le voisin, le compétiteur, la structure. C'est l'exigence qui intimide. Si vous avez un niveau d'exigence trop élevé, vous allez tétaniser. Et c'est le reproche qui culpabilise. Faites un peu l'exercice. Jugement, exigence, reproche. Et si vous arrivez à bannir ça, vous verrez que
des choses changent, mais de manière radicale. Voilà. Et ça, moi je reformule ça en disant prendre soin des gens. Le sens, on le retrouve de manière collective quand on prend soin mutuellement les uns des autres. Et bon, c'était plus facile à faire en milieu clos comme les bateaux, mais jouer ensemble, le jeu a des vertus incroyables, et prendre des risques ensemble. Parce que on se rend compte que oui, zéro défaut, zéro risque, tout en contrôle. C'est bien, c'est plutôt anglo-saxon comme approche de faire, c'est-à-dire la performance moyenne garantie. C'est pas le génie français. Le génie français, il est un peu brillant, t'entends se casse la gueule, mais oui, mais il ne faut pas qu'on redise notre culture, sinon on n'est plus français. Voilà. Et en conclusion, moi, je crois, et les équipages dans la marine, c'est ça qu'ils se reconnaissent, c'est la vertu d'équipage. Et moi je crois, pour faire vivre la vertu d'équipage, à la communion dans l'esprit. On nous parle de communication, c'est bien, mais la communication, c'est un moyen vis-à-vis d'une reconstruction d'une relation forte, c'est la communion entre les personnes. Voilà. Je vous remercie. C'est derrière. On avait préparé cette table ronde avec une question que je pose à chacun d'entre eux pour me donner le temps de préparer les autres. Ce sont les questions qui sont préparées. Je vais demander à l'issue de votre présentation quelles sont les questions que vous aimeriez que je vous pose. Alors, je vais commencer par Annie. Et Annie m'avait dit, en substance, en quoi est-ce que le changement stratégique total, en quoi est-ce que l'évolution stratégique vers la protection du climat influençait finalement son activité actuelle et le développement des réseaux techniques, etc. Oui, donc je pense que vous avez dû entendre tous les nouveaux messages, l'évolution des messages de la maison Total. Hein, quand vous allumez votre radio, votre télévision, on vous répète, c'est pas Versailles ici. Donc pensez à éteindre les lumières et arrêter tout ce qui fonctionne quand vous n'en avez pas besoin. Donc ça, c'est effectivement, c'est pas Versailles ici, c'est Total. L'objectif plus sérieusement de la maison, c'est d'arriver d'ici 2025 effectivement à réduire très fortement les quantités de nos émissions, hein, donc on réduire à 40 millions de tonnes de CO2. Et en fait, dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, notre maison qui était pétrole et de plus en plus gaz, donc il y a de très très gros développements en GNL, hein, en gaz naturel liquéfié. Et puis, il y a l'électricité, il y a le solaire et l'éolien. Et donc, les métiers du CTG, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, étaient classiques et finalement pas si classiques que ça, puisqu'en fait, la diversification et de ce fait, le patron de l'entité GRP, donc Gas Renewable and Power, il est venu très vite me voir. Donc je me suis dit en moi-même, c'est bien parce que ça veut dire, 1, que les messages sont passés, que 2, les compétences sont là, et que 3, il sait où s'adresser. Et en fait, c'était des besoins. Alors, je vais vous donner 2 exemples. Quand vous regardez comment vous allez installer une structure éolienne offshore, vous allez vous adresser naturellement aux personnes qui ont de l'expérience sur l'installation des plateformes flottantes. Voilà. Et donc, du coup, la compétence, vous allez la mettre à disposition pour un autre domaine d'application. Si vous faites des panneaux solaires que vous allez installer sur le toit des stations-service ou faire des panneaux photovoltaïques, on appelle ça du flottovoltaïque, enfin il y a plein d'applications potentielles, vous allez regarder les personnes des matériaux, vous allez regarder ceux qui font de la surveillance par drone pour arriver à faire du nettoyage systématique, etc. Et tout ça pour dire qu'à partir du moment où on a des compétences techniques et scientifiques, on peut les adapter et regarder des nouveaux domaines, etc. Et puis, je voulais vous remercier parce que j'ai bien aimé votre intervention sur la bienveillance, parce que moi, je mets l'humain au cœur et à l'évidence de nos métiers, et tout le monde sait que quand on nous pose des questions, nous, du côté des réseaux, on répond toujours. Et donc, il y a un côté bienveillant, c'est mise à disposition, c'est-à-dire que dès qu'on a une compétence ou une information, on la partage systématiquement. Voilà. Merci Annie. Alors, j'avais une deuxième question pour David.
il me parlait plus particulièrement parce que l'explication des knowledge brokers, c'est ce que j'ai vécu et j'ai mis en place ça chez Pricewaterhouse, une société de conseil. Et là, c'est relativement, je dirais, facile parce que le temps d'une mission est assez court et ce qu'il y a à standardiser est relativement léger. Déjà, Ubisoft, c'est un peu plus compliqué, mais je pensais y a-t-il d'autres secteurs, sans aller jusqu'au nucléaire où les temps de cycle sont tellement longs qu'un projet c'est 5-6 ans, voire même 10 ans sur Flamanville, pas évident nécessairement de faire ce métier de knowledge broker dans ces environnements. Qu'est-ce qu'il y a comme autres entreprises, autres organisations qui ont ce genre d'organisation? Alors la réponse est à la fois simple et très compliquée, c'est-à-dire qu'il y a des knowledge brokers un peu de partout. Et en gros, ce qu'on voit, enfin, là j'ai pris l'exemple d'Ubisoft qui est un peu emblématique sur ce cas un peu particulier du Technology Group. Mais ces knowledge brokers, sur le coup, parfois c'est une personne qui s'appelle pas knowledge broker, il s'appelle complètement autrement. Et en gros, ces knowledge brokers, parfois, on les retrouve vraiment dans toutes les industries et répondent à des problématiques différentes. Donc l'objectif en fait de ce programme de recherche autour des knowledge brokers, c'est aussi de comprendre la diversité de toutes les formes que recouvre en fait ces knowledge brokers dans les organisations et à quelles problématiques ils répondent. Donc là, je vous ai présenté sur la compétition en fait, mais on peut imaginer plein d'autres types de problématiques auxquelles ces structures peuvent répondre. Typiquement aujourd'hui, autour du développement de la data, il y a énormément de data qui viennent de partout au niveau des projets et la compréhension de cette data et la digérer, la rendre humaine et la repartager au sein même de son équipe, c'est un vrai enjeu et on voit arriver au sein des équipes des individus qui en fait ont le rôle de knowledge broker. Alors ils ne s'appellent pas comme ça, mais quand on discute avec eux, en fait on s'aperçoit que le fait de préciser un peu les grilles de lecture du knowledge broker, en fait c'est assez opérant pour eux et ça peut les aider. Donc c'est un peu le moment pub de machin. Si jamais ça vous intéresse aussi de pousser ces questions liées au knowledge broker dans vos entreprises, n'hésitez pas parce qu'en tant que chercheurs, nous aussi on a besoin de données et d'informations pour avoir un plus large panorama sur la compréhension de ces knowledge brokers. Merci beaucoup. La dernière, pour comment carte, il y a quand même deux questions. Je choisis celle que tu veux. Il y a la première qui portait sur l'attention aux personnes. Effectivement, on a tendance dans nos entreprises, ça a été dit ce matin, à mettre un peu des key performance indicators partout. On pourrait faire en fait de réduire assez sensiblement le degré de liberté des personnes. Et d'où la question de... Alors effectivement, il n'y a pas dans l'entreprise l'épreuve du feu qui oblige à la collaboration. On a plutôt l'épreuve du temps qui est de durée et qui peut-être encourage ces KPI. Mais alors pour vous, jusqu'où va l'autonomie pour laisser à ses subordonnés? Première question. Puis il y en a une deuxième, vous avez parlé de la technologie comme étant quelque chose qui va à l'encontre finalement de cette collaboration, de ce décloisonnement. Vous pouvez en parler un peu plus. En quoi est-ce que la technologie nous bloque? Je vais essayer de faire une réponse qui tienne les deux questions, parce que je crois que tu mets en évidence les deux faces d'une même pièce. C'est-à-dire qu'il faut tenir à la fois l'homme et l'outil. Un philosophe contemporain, Henry Hude, dit volontiers que le philosophe qui fait référence à la Silicon Valley, c'est Nietzsche. Et Nietzsche est très fasciné par la puissance de la technique. Et aujourd'hui, nous sommes fascinés et voire presque envoûtés par la puissance des outils informatiques qui émergent et qui déferlent. Donc, quelle relation pouvons-nous avoir à la technique est une question qu'il faut qu'on pense. La technique est bonne en soi et il faut que nous arrivions à comprendre comment développer et maîtriser ces outils. Trois clés. La première, arriver à discerner le retour sur investissement, parce que ça coûte cher à développer. Ça coûte cher à développer, ça coûte cher à faire fonctionner. J'appelle ça tomber en marche. Et puis ça coûte cher à ce qu'il ne tombe pas en panne. Et puis ça coûte cher aussi à faire évoluer. Parce que si on a trop automatisé,
repenser la génération d'après va créer une dépendance. Donc comment est-ce que l'on maintient cette maîtrise de l'outil à l'heure de la toute-puissance du numérique est clé. Et c'est pour ça que je pense que oui, il faut évidemment qu'on travaille sur la donnée. Les typographes de Louis XIV avaient inventé plein de codes. Le HAT, qui est le A d'imprimerie, en est un bel exemple. Ils avaient les codes et ils savaient comment occuper l'espace d'une lettre pour que chacun trouve tout de suite elles étaient rares ces lettres. Aujourd'hui, donc, nous avons à nous réapproprier l'usage de la donnée et pour moi, on est un peu des autodidactes dans ce domaine. Et qu'est-ce que c'est que l'autodidacte, principalement? C'est celui qui a du mal à discerner l'essentiel de l'accessoire parce qu'il n'a pas eu dans sa phase de formation un maître pour lui enseigner ça. Il faut donc que nous réapproprions l'usage de ces outils formidables pour qu'ils restent des outils à notre main et qu'ils ne nous dominent pas. Merci. On a le temps pour une autre question? Une carte de questions pour la salle. Merci pour la salle. La salle. Ah bah. Oui. Bonjour, moi je voulais revenir sur certaines choses que dit M. Locard justement concernant l'apprentissage, former les gens à être autonomes, à être responsables. Vous disiez que ça passait par la formation des jeunes dans les écoles. Et justement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, alors peut-être pas au niveau de l'université, où c'est là peut-être qu'on commence à former vraiment des gens autonomes et responsables, mais peut-être dans les études primaires et secondaires, où on est encore beaucoup dans justement le jugement, on ne laisse pas encore suffisamment le droit à l'erreur aux jeunes, etc., qui permettrait de faire des adultes plus autonomes et responsables au moment où ils arrivent dans l'entreprise. Et est-ce qu'aujourd'hui, on n'envisage pas justement peut-être un peu plus de collaboration entre les entreprises et les types de personnes dont ont besoin les entreprises, le type de salariés dont ont besoin les entreprises, et ce que nos écoles forment comme jeunes adultes. Voilà. Je parle principalement des niveaux primaires et secondaires, parce que après, ça commence à changer, mais peut-être trop tard en fait. Là, vous m'éloignez de mon domaine de compétences. Moi, je veux bien rebondir, si vous me permettez, parce que depuis bientôt 40 ans que je travaille, en fait, enfin, peut-être pas 40 ans, mais 35 ans, 37 ans, en fait, j'ai toujours essayé d'encadrer, former, etc. Là, j'ai la chance d'appartenir à une entreprise qui met la formation au sein de l'activité. Donc, on accueille beaucoup de jeunes, d'alternants, mais de tout niveau. Ça va de la 3e jusqu'au niveau supérieur. Et l'autre chose qui est aussi important, c'est que les anciens, en fait, les experts, ils sont de plus en plus engagés dans des formations pour former et aider les jeunes à devenir autonomes sur des sujets difficiles. Donc tout ça, ça fait partie d'une démarche globale de partage du savoir. Oui, AXA fait quelque chose que j'ai trouvé très intelligent. Ils ont créé une fondation pour que tous leurs experts en fin de carrière, en fait, retrouvent un sens à leurs 4-5 dernières années dans une démarche de transmission qui n'est pas réservée simplement aux gens d'AXA, mais qui est ouverte. Et là, ils sont vraiment valorisés. Voilà. Ouais. Si vous avez besoin, vous pouvez faire appel à Total Professeurs Associés, qui est la même démarche, c'est les anciens qui se mettent au service des plus jeunes et de ceux qui en ont besoin. Juste, il y a quelqu'un qui souhaite aussi compléter. Oui, j'en profite pour prendre la parole. Je m'exprimerai, donc je me présenterai après parce que j'interviens dans la 3e table ronde. Je voulais juste porter un petit commentaire et rassurer la personne qui a posé la question. En fait, école primaire, secondaire, c'est l'éducation nationale. Et rassurez-vous, même si ça peut effectivement donner l'impression d'un énorme mammouth, l'éducation nationale elle-même, heureusement, s'interroge sur sa propre transformation. Alors certes, c'est lent, mais il y a par exemple beaucoup d'échanges, enfin il y a eu beaucoup d'échanges ces 3 dernières années avec le groupe La Poste, je fais partie du groupe La Poste, sur ces sujets de transformation et comment on arrive à transformer des communautés de plusieurs centaines de milliers de personnes et comment on arrive à descendre et à disséminer en fait des nouvelles façons de travailler. Mais vous avez tout à fait raison, ça commence à la maternelle et en France, nous ne sommes absolument pas
orienté et structuré pour apprendre tout petit à travailler en collaboration, contrairement au Canada qui est un excellent exemple. Je crois qu'il y avait une autre personne qui souhaitait parler. Oui, non, j'avais un petit élément, c'était à mon collègue là, de Polytechnique. Je voulais savoir comment il traduirait son terme de l'anglais au français, parce que pour moi, je suis quand même très attaché aussi à la manière dont on parle et dont on exprime. Parce qu'évidemment, les mots, derrière les mots, il y a une pensée et il y a une culture, etc. Donc, et comme je fais partie du collège de terminologie du ministère de l'économie et des finances, et qu'on a une invasion des termes anglais ici, je voudrais savoir comment il traduit, parce que je suis absolument certain qu'on a un terme français pour ça. Et la deuxième chose, ce serait sur la dynamique du don. C'est-à-dire que là, c'est plus fondamental, c'est que le don est absolument essentiel dans le lien social, et dans ce que vous avez, vos exemples, parce que les gens donnent beaucoup dans leurs entreprises, dans leurs organisations. Il y a des gens qui reçoivent, mais le problème c'est de rendre. Et un des éléments qui est absolument central pour les gens qui donnent, c'est qu'à un moment donné, ils voient que ce qu'ils donnent est rendu. Vous voyez. Donc j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on redécouvre aujourd'hui, évidemment, puisque on s'aperçoit que l'échange marchand, si on n'a que de l'échange marchand, il n'y a plus de lien social. Et que c'est la dynamique de don qui entretient ça. Donc je voulais savoir quel en était. Alors, sur la première question qui est entre guillemets la plus simple, là il y a une traduction qui s'appelle les courtiers du savoir, qui est très très peu utilisée. Donc c'est pour ça que par facilité j'utilise le terme anglais, mais qui existe aussi. Donc c'est le terme de courtier, mais c'est vrai que ça parle un peu moins souvent aux gens. Sur la deuxième question qui est très intéressante, et merci beaucoup de la poser, en fait, donc là j'ai travaillé un peu à la hache alors qu'il fallait travailler à la pince et épiler, mais il se trouve que ce TG, il y a une histoire. Et dans l'histoire de ce TG, à un moment donné, il y a eu, en disant, si vous donnez quelque chose, vous avez un crédit qui va vous permettre d'être recrédité dans la poursuite du projet, etc. Ce qui fait qu'à un moment donné, les gens sur les projets se sont transformés en marchands de tapis, voire même il y a eu un poste créé pour optimiser qui donnait le plus et à quel point on avait donné. Et donc au bout d'un moment, c'était devenu une usine à gaz. Et donc on a complètement coupé ce truc-là en disant, en fait, il n'y a plus de don contre quelque chose, c'est un don global, on contribue à la compagnie d'une certaine manière. Et il se trouve que le jeu vidéo a des systèmes de récompense un peu particuliers, un peu comme dans les films, c'est-à-dire que vous avez votre nom qui est à la fin d'un générique et qui permet justement de récompenser aussi des gens qui ont contribué même sur des aspects techniques. Il nous reste deux questions et puis on continuera les échanges au cours. Bonjour, Julie Ezri. J'avais une question pour Mme Audibert. Vous avez évoqué un peu plus que ce qui était prévu par rapport à la thématique de la journée de transfert, vous avez évoqué, vous, la question de la capitalisation du savoir en particulier. Et vous avez évoqué le moteur de recherche Sinequa. Et je me dis que pour votre groupe qui avait une très forte antériorité de savoir technique important, pour les partager, c'est important aussi de capitaliser. Comment vous arrivez à gérer tout l'historique technique, éviter qu'il y ait différentes versions comme ça a été abordé pour les documents, et à valider ce savoir qui est mis à disposition? Alors, en fait, pourquoi j'ai mentionné le moteur, c'était parce que ça a été l'outil principal du décloisonnement des réseaux, des individus, des entités. Quand vous avez des personnes qui sont dispersées dans le monde entier, il faut que tout le monde ait accès de la même façon à tous les types de documents. Alors, la capitalisation du savoir, et là, je me bats, entre guillemets, au niveau de certaines, entre guillemets, réglementations internes, etc., sur toute la problématique d'obsolescence. Parce que sur certains domaines et documents, il y a des documents qui ont 10 ans et qu'il faut absolument conserver. Et donc l'objectif justement de la mise en place d'un tel outil, c'est qu'il vous permet d'aller
indexer des sources quelles qu'elles soient. Et donc là, on va parler outils informatiques, que ce soit des SharePoint, on a fait des wikis, on a fait des bases de données, on a nos zones communes sur nos serveurs, etc. Et tout ceci est indexable. Alors simplement, ce qui est important, et là c'est là où on fait très attention, c'est que vous avez les responsables ont un rôle important de validation des documents qui sont émis. Donc là, on garde toujours les mêmes, circuits de validation par les hiérarchies et dans les domaines techniques, etc. Mais dès que les documents ont été validés, on regarde aussi les niveaux de confidentialité. Mais donc du coup, vous pouvez stocker et préserver dans des zones avec des accès privilégiés, par exemple si vous avez des documents confidentiels. Donc en fait, on gère à la fois la multiplicité, on essaye d'évoluer aussi avec les outils de façon à avoir des outils de plus en plus universels en termes de stockage, mais vous pouvez gérer différents... Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. Juste un complément que j'ai vu chez Bouygues Immobilier. Dans l'annuaire, les personnes déclarent une compétence, oui. Elle est validée par leur chef, et à partir de ce moment-là, ils peuvent être interrogés en interne pour répondre à une question. Oui. Je trouve ça très malin. Oui. Et nous, donc en fait, on a ce système-là aussi, mais en fait, ce qu'on a aussi, c'est que les communautés, les individus, quels qu'ils soient et où qu'ils soient, peuvent poser des questions techniques pour en fait demander de l'aide. Et de ce fait, nos outils servent aussi d'aide et de soutien en trouvant quel est le bon interlocuteur qui peut apporter la bonne réponse. Voir les contradictions si certaines choses sont... Donc c'est aussi un moyen de décloisonnement géographique, parce qu'on peut partager beaucoup ainsi. Merci.